Bonsoir à tous et à toutes sur la plateforme QG de Patriotes Militants. Je suis également honoré d'être l'invité de ce jour et permettez que je puisse quand même vous féliciter d'abord pour ce que vous faites et pour la lutte dans notre pays. Et à tout un chacun, je m'incline et je dis bonsoir. Merci encore une fois de m'avoir invité. Alors, comparer la gouvernance de Gnassingbé père à la gouvernance du fils, écoutez, moi je dirais que pour moi, il n'y a pas de différence en tant que telle. Peut-être je pourrais peut-être dire que euh, le régime a changé juste de peau. Le régime a changé juste de vêtements. Le régime a changé juste de nom. De RPT, on est venu à unir. Mais c'est pratiquement la même chose. Et je dirais que, oui, bon, peut-être je pourrais parler de différence du moment où moi j'estime que le règne du Fils est plus corsé que le règne du Père. Maintenant, pour revenir à votre question, euh, les éléments de progrès ou de régression, je parlerai plutôt des éléments de régression. Oui, je parlerai d'éléments de régression. Au temps du Père, la famine n'était pas criarde. La vie chère n'était pas criarde. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et nous avons régressé. Et même en matière de liberté d'expression, les acquis au temps du Père, nous sommes en train de les perdre. Et quand vous prenez par exemple la liberté de manifestation, qui est une liberté d'expression, cette liberté aujourd'hui est confisquée aux Togolais. On refuse aux Togolais de manifester, on refuse le droit de grève aux Togolais, on refuse aux Togolais même de tenir des meetings. Et donc je pense que pour parler de différence, parler de progrès ou de régression, moi je parlerai de régression et je dirais que pour élément de régression, nous avons perdu les acquis en matière de liberté d'expression. La famine, elle est criarde. Et je dirais pour terminer que la brutalité, c'est encore, elle est toujours présente, mais elle a changé de tactique. Aujourd'hui, on fait semblant comme si c'est pour arrêter par exemple, on fait semblant, on ne va plus peut-être en, en catimini arrêter les gens et les faire disparaître, mais on vient par exemple chez toi, on te kidnappe, on t'arrête devant ta famille, on te brutalise, on t'arrête et on te conduit peut-être au SCRIC ou à la gendarmerie pour peut-être faire croire aux gens qu'on veut suivre une procédure. Mais alors qu'au temps du père, c'était la même chose, mais de façon brute. On ne suivait même pas la procédure. Mais aujourd'hui, je dis que c'est la même chose, mais on fait semblant de suivre la procédure. D'accord? Alors que la procédure n'est pas respectée. Donc, de façon générale, je dirais que nous avons régressé et parler de différents, comparer
les deux régimes, les deux gouvernances, je dirais que c'est la même chose. Et, mais le régime du fils est plus corsé que celui de son père. Alors, comparer la gouvernance de Gnassingbé père à la gouvernance du fils, bah, écoutez, moi je dirais que pour moi, hein, il n'y a pas hein, de différence en tant que telle, hein. Peut-être je pourrais peut-être dire que euh, le régime a changé juste de peau, hein. Le régime a changé juste de vêtements. Le régime a changé juste de nom. De RPT, on est venu à unir. Mais c'est pratiquement la même chose. Et je dirais que, oui, bon, peut-être je pourrais parler de différence du moment où moi j'estime que le règne du Fils est plus corsé que le règne du Père. Maintenant, pour revenir à votre question, euh, les éléments de progrès ou de régression, je parlerai plutôt des éléments de régression. Oui, je parlerai d'éléments de régression. Au temps du Père, la famine n'était pas criarde. La vie chère n'était pas criarde. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et nous avons régressé. Et même en matière de liberté d'expression, les acquis au temps du Père, nous sommes en train de les perdre. Et quand vous prenez par exemple la liberté de manifestation, qui est une liberté d'expression, cette liberté aujourd'hui est confisquée aux Togolais. Hein, on refuse aux Togolais de manifester, on refuse le droit de grève aux Togolais, on refuse aux Togolais même de tenir des meetings. Et donc je pense que pour parler de différence, parler de progrès ou de régression, moi je parlerai de régression et je dirais que pour éléments de régression, nous avons perdu les acquis en matière de liberté d'expression. La famine, elle est criarde. Et je dirais pour terminer que la brutalité, hein, c'est encore, elle est toujours présente, mais elle a changé hein, de tactique. Aujourd'hui, on fait semblant comme si euh, euh, c'est pour arrêter par exemple, on fait semblant, on ne va plus peut-être euh, en, en, en catimini arrêter les gens et les faire disparaître, mais on vient par exemple chez toi, on te kidnappe, on t'arrête devant ta famille, on te brutalise, on t'arrête et on te conduit peut-être au SCRIC ou à la gendarmerie pour peut-être faire croire aux gens qu'on veut suivre une procédure. Mais alors qu'au temps du père, c'était la même chose, mais de façon brute. On ne suivait même pas la procédure. Mais aujourd'hui, je dis que c'est la même chose, mais on fait semblant de suivre la procédure. D'accord? Alors que la procédure n'est pas respectée. Donc, de façon générale, je dirais que nous avons régressé et parler de différents, enfin, comparer les deux régimes, les deux gouvernances, je dirais que c'est la même chose. Et, mais le régime du fils est plus corsé que celui de son père. Alors, la question demande à savoir quelle appréciation je fais de l'efficacité des mesures, hein, à savoir le Carman, Ouezou, l'assurance maladie, le gouvernement FIS qui multiplie des initiatives en faveur du secteur de la santé. Et donc, quelle appréciation j'en fais?
comment j'explique le fait que rien n'est jamais fait pour mettre aux normes les hôpitaux devant accueillir ces mesures? Ok, merci beaucoup. Alors, je dirais que euh, tout ce que nous venons de citer, hein, que ce soit le Carman, que ce soit Wezou, l'assurance maladie, c'est du leurre. Le gouvernement crée ces histoires-là juste pour endormir les Togolais. Hein. Y a aucune efficacité. Cela ne donne rien. Quand je prends par exemple, vous savez, on a créé le programme Wezou. Hein. Le programme Wezou a été créé et, et, et ce programme, en principe, étant un programme national, hein, d'abord créé d'abord par le gouvernement, pour faire quoi? Pour accompagner la femme enceinte et le nouveau-né. On a ce programme, mais pourtant, tout récemment, on a perdu une compatriote, hein, Ornella l'aînée. Mais pourtant, il y avait ce programme. Donc, pour moi, en toute franchise, c'est du leurre. Quand vous prenez cette histoire d'assurance maladie, qui, qui bénéficie de cela? Dites-moi en toute franchise, quel Togolais bénéficie de cela, à part ceux qui sont proches du régime, à part ceux qui font le lèche-cul au régime, ce sont eux seulement qui bénéficient de ce programme. Et allez voir comment cela se fait. Personne ne sait. C'est des programmes que euh, on crée juste parce que, bon, on veut faire croire aux Togolais qu'on est en train de travailler et on veut endormir les Togolais. Et donc, on crée ces programmes-là, ça et là, mais au finish, qui ne donnent rien. Allez dans le panier de la ménagère, allez dans les foyers, hein, dans notre pays, vous verrez que ces programmes créés par le gouvernement n'apportent rien, hein, aux familles togolaises. Donc, moi, personnellement, j'estime que c'est des programmes qui ont été alignés, mais qui n'aboutissent à rien. Et comprenez aussi que c'est parce que le gouvernement cherche à chaque fois, quand il y a des élections ou quand on sent que le peuple veut peut-être se soulever, le peuple veut se révolter, ou on estime que le peuple est en train de se fâcher, on crée un programme pour endormir les gens, ou peut-être parce que on veut ramasser des sous et se les mettre dans les poches, on crée des programmes et après, personne n'entend plus parler de ces programmes-là. Cette histoire d'INAM, hein, par rapport à l'assurance maladie et tout. Mais vous avez vu, les confrères journalistes ont écrit des articles sur comment se gère cette histoire-là, ce programme-là. Mais est-ce que le gouvernement levait le doigt pour chercher à comprendre ou bien pour mener des enquêtes pour voir ce qui se fait exactement? Non. C'est là où vous comprenez que ce sont des programmes qui sont créés soit pour endormir les Togolais, soit pour peut-être injecter de l'argent dedans et les récupérer pour autre chose. Et donc moi personnellement, c'est du leurre comme je l'ai dit et il n'y a aucune efficacité dans ces mesures-là et le Togolais ne gagne rien de ces programmes-là. Alors maintenant, quand je voudrais parler des hôpitaux, vous savez, c'est parce que le gouvernement n'a pas la volonté, d'accord, de permettre aux hôpitaux de accueillir ces programmes-là dans les normes qu'il faut. On n'a pas la volonté. C'est-à-dire, on voit dans les pays à côté, aller à Owo ici, aller, je ne sais pas, au Ghana, aller à Cotonou, vous allez voir. Tout récemment, Talon encore construit un hôpital et tous on était ébahis. Vous savez, ici, je suis convaincu que ceux qui sont en train de nous diriger n'ont aucune volonté. Ils ne veulent pas permettre à leur population de vivre mieux, de vivre au moins le minimum, enfin de vivre avec au moins le minimum. Et donc on fait exprès, on appauvrit, on tue par ces canaux-là. Et bon, après, on voudrait que le Togolais court derrière eux pour peut-être quémander, hein, la pitance quotidienne. Donc moi, personnellement, je pense que c'est parce que nos gouvernants ne veulent pas équiper nos hôpitaux, parce que ce n'est pas l'argent qui manque,
pour équiper nos hôpitaux. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ils peuvent le faire. Et il y a le Saint-Fort au temps du professeur David Dossé qui ont élaboré un merveilleux programme qui devrait peut-être rénover le CHU Sylvanus Olympio avec, tenez-vous bien, juste 2 milliards. Mais pourtant, personne n'a levé le doigt pour trouver cette somme-là, pour le mettre à la disposition de, 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 de l'hôpital afin que le CHU Sylvanus Olympio soit rénové. Et j'ai mal quand à chaque fois on attribue à cet hôpital-là, à ce centre hospitalier universitaire, le nom du premier président de la République togolaise, hein, le père de la nation togolaise, Monsieur Sylvanus Olympio. J'ai mal, j'ai vraiment mal. Et parce que moi, j'ai comme l'impression que on veut juste dénigrer le nom, on veut juste jeter de l'opprobre sur le nom Sylvanus Olympio en lui attribuant cet hôpital-là. Pourquoi on n'a pas appelé l'aéroport international de Lomé Sylvanus Olympio? On a appelé l'aéroport international de Lomé Gnassingbé Eyadema. Pourquoi on n'a pas donné le nom Gnassingbé Eyadema au CHU, CHU de Tokoin? Vous savez, les gens, ils font exprès, juste pour narguer les Togolais. Vous comprenez? Et donc, je pense que c'est fait exprès, il n'y a aucune volonté pour équiper nos hôpitaux afin de permettre à ces programmes-là d'être une réussite. Merci. Avant toute chose, permettez que je puisse m'incliner devant la mémoire de notre sœur Ornella l'aînée, compatira la douleur de la famille, et m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui, à cause de, de la méchanceté, hein, de ceux qui nous gouvernent, ont perdu leur vie. Je voudrais vraiment m'incliner devant leur mémoire. Vous savez, moi, je ne pense pas que ce sont les hôpitaux de la République qui ont pris la vie de cette sœur et des autres d'ailleurs. Je pense que c'est ceux qui nous dirigent, ce sont nos gouvernants, ceux qui, le régime RPT, qui a, en tout cas le régime RPT uni, hein, si vous voulez, qui a pris la vie de ces sœurs-là et d'Ornella l'aînée. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui nous dirigent n'ont pas voulu équiper nos hôpitaux pour permettre aux sœurs, aux frères, à tous les Togolais de se faire soigner convenablement. Lorsque eux, ceux de la minorité hein, qui régentent ce pays, s'en vont se soigner à l'extérieur dans les hôpitaux chics, dans les hôpitaux très bien équipés, on laisse hein, les pauvres Togolais, la majorité, mourir dans les hôpitaux sous-équipés. Et pourtant, on dit qu'on est en train de gérer ce pays pendant une soixantaine d'années. Je ne dis pas cinquantaine d'années. Non, parce que ce régime a fait plus que 50 ans. D'ailleurs, en commençant par le père, plus le fils, ils ont fait plus de 50 ans. Et donc, j'estime, moi, que c'est en fait une manque de volonté, comme je l'ai dit, parce que vous savez, les praticiens hospitaliers, hein, le Saint-Fort et la société civile ont crié ça et là pour que le minimum soit fait. Et jusqu'à ce jour, le Saint-Fort continue toujours par crier. Et vous le savez très bien par la voix de l'actuel secrétaire général, Dr Cholignanou. Ça a commencé avec le professeur David, le professeur Walla, aujourd'hui c'est le docteur Tcholignanou, et c'est les mêmes revendications hein, qui sont toujours sur la table. Et on ne comprend pas, le gouvernement ne veut pas les satisfaire. Et je dis, c'est fait exprès, c'est fait pour, je ne sais pas, punir, faire mal aux Togolais. Et donc, dire que c'est les hôpitaux qui prennent la vie des Togolais, je ne pense pas. Mais moi, j'estime plutôt que c'est ceux qui nous dirigent, c'est ceux qui sont à la tête de ce pays. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne veulent pas lever le petit doigt pour permettre aux Togolais de vivre indécemment, de vivre
dans des conditions acceptables. Ils ne veulent pas équiper nos hôpitaux. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que les praticiens hospitaliers fassent? Ils ne peuvent quand même pas aller décrocher la lune. Ils ne peuvent que travailler selon les moyens qu'ils ont. Et donc, moi, je pense que c'est un corps que nous devons aussi apprécier, même si c'est vrai, il y a des erreurs qui sont faites et tout, nous devons quand même être tolérants et les encourager pour ce qu'ils font actuellement. Et s'il y a accusé, pointons du doigt nos gouvernants, pointons du doigt le gouvernement, pointons du doigt le régime RPT Unir, parce que c'est ce régime-là qui refuse d'équiper nos hôpitaux. Regardez par exemple, on achète un scanner. On dit qu'on veut acheter un scanner pour le CHU Sylvanus Olympio. Alors, on se permet d'aller acheter un scanner pardon, de, je ne sais pas, dixième main, qui a déjà été utilisé plusieurs fois et qui ne sert plus à rien, qui est sur le point de se gâter. On se permet d'aller acheter ce scanner-là qu'on vient déposer à coups de milliards, qu'on vient déposer. On lance euh, euh, à coup de centaines de millions, on organise une séance d'inauguration de ce scanner avec la présence du chef de l'État. Et le chef de l'État, quelques instants après, quitte la séance d'inauguration ou de lancement du scanner et automatiquement le scanner tombe en panne jusqu'à ce jour. Comment peut-on expliquer cela? D'accord? Si ce n'est pas de l'amateurisme. Vous savez, ceux qui aujourd'hui nous gouvernent, moi je le dis, je le redirai toujours, ils ont échoué. Ils doivent démissionner. Ils doivent quitter la tête de ce pays et laisser d'autres aussi à essayer d'apporter leur façon de faire. Ils ont échoué. Et il y a tellement d'exemples. Et donc, pour revenir peut-être à la question et pour terminer, je dirais que c'est une manque de volonté, d'accord, de nos gouvernants qui ne veulent pas en fait répondre aux défis de l'heure. Et moi, je pense que il nous revient, population, il nous revient, Togolais, de tout faire pour dire non à cela. De toutes les façons, moi, je le dis toujours, quand tu as mal quelque part et que tu ne veux pas l'exprimer, tu risques de mourir. Tu risques de mourir. Si tu as mal quelque part et tu vas chez le médecin, dis au médecin, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos. Donc si on attend quelqu'un d'autre pour venir le dire à notre place, on finit, on risque de mourir. Et donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Il faut que les Togolais apprennent à dire non. Et c'est très important. Nous n'avons pas le droit de dire nous sommes fatigués. Non, dans une lutte, on ne se fatigue jamais. Et donc, pour que cela puisse arrêter, nous devons dire non parce que nous avons mal. Et pour finir, je dirais, hein, toujours sur cette question numéro 3, je dirais que quoi qu'on dise, hein, que les syndicats, les praticiens hospitaliers fassent tout ce qu'ils veulent, je vous assure, tant que ce régime serait toujours à la tête, rien ne changera. Ça, je vous garantis. Je vous, je vous dis la vérité. Ce régime, tant que ce régime sera là, cela ne changera pas. Et on aura beau crier, on aura beau sauter, on aura beau manifester, on sera toujours dans la même situation. Merci. Alors, la question numéro 4, la NSCT, la BTCI, Togo Télécom, la privatisation des sociétés d'État semble bien revenir à la mode en terre de nos aïeux. Est-elle la meilleure solution pour relever ces entreprises ou les rendre plus compétitives? Quelle analyse faites-vous de l'impunité garantie par le pouvoir de Lomé à ceux qui ont mis en difficulté ces sociétés de par leur gestion approximative? D'accord. D'abord, moi, quand je m'amuse à vouloir peut-être définir hein, la notion de privatisation, je vous dirais que c'est un transfert.
c'est un transfert de propriété, d'accord, d'une grosse partie, voire de la totalité du capital d'une entreprise du secteur public au secteur privé, d'accord. Maintenant, en créant cette notion, ceux qui en sont les pères fondateurs, ils avaient des objectifs qu'ils voulaient atteindre. Et parmi ces objectifs, moi je parlerai de l'objectif d'équité. D'accord, la privatisation, ça permet d'améliorer les performances des entreprises grâce à la mise en place de mécanismes de bonne gouvernance. D'accord? Et l'objectif premier, enfin, l'idée première des pairs, c'est de permettre ou bien c'est de faire en sorte que la privatisation puisse traduire, ou bien puisse se traduire par la restitution des actifs aux anciens propriétaires spoliés de leurs droits, d'accord, ou à la population entière à travers l'actionnariat de masse, d'accord. Donc, euh, j'ai dit quelque chose tout à l'heure, que la privatisation, c'est en fait pour permettre d'améliorer les performances des entreprises par le mécanisme de bonne gouvernance. Alors la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que dans notre pays c'est le cas? Est-ce que nos gouvernants sont dans cette logique? Je dis non. Nos gouvernants ne sont pas dans cette logique-là. En réalité, la privatisation sortie du cadre dictatorial est une bonne chose. D'accord? C'est une très bonne chose. Mais déposée dans notre contexte, je dirais que c'est grave. C'est la euh, pire des situations qu'on nous impose. Vous comprenez? Alors, la meilleure solution, d'accord, pour relever ces entreprises ou les rendre plus compétitives en dictature, ce n'est pas la privatisation. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous prenez ces sociétés-là, elles ont fait faillite parce qu'il y avait une mauvaise gestion. Et ceux qui, peut-être, avaient conduit la société à la faillite ne sont inquiétés en rien. Vous comprenez? Ensuite, on se permet de faire en sorte que euh, quand on veut privatiser la société, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve les mêmes, même ceux qui, à un moment donné, ont fait couler la société, on les retrouve dans des sociétés écrans qui prennent la société euh, qui a fait faillite et on leur dit de comment dirais-je, de gérer de nouveau cette société-là. Alors, quand vous prenez par exemple la BTCI dont vous avez cité, mais c'était une banque qui a été créée, qui avait bien commencé, mais regardez comment la gestion de cette banque a été faite. Est-ce que quelqu'un a été inquiété? Non. Quand je prends Togo Télécom, c'est un cas récent. Togo Télécom, à un moment donné, on nous a fait croire que l'ancien directeur était écouté par les services de renseignement, était écouté par la gendarmerie, et puis après, on n'a rien entendu. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas été inquiétés. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui achète cette banque-là. On ne sait pas comment le contrat a été fait, on ne sait même pas comment, qui sont derrière. Il y a tellement de flou dans ce que nous faisons. Et donc, je pense que aujourd'hui, nous ne pouvons pas brandir cette mesure-là comme étant la solution pour sortir nos sociétés, nos entreprises et les rendre plus compétitives. Moi, je pense que pour pouvoir rendre nos sociétés plus compétitives, il faut d'abord que ceux qui nous dirigent puissent être dans la logique de la bonne gouvernance. Et du moment où ils sont dans la logique de la bonne gouvernance, vous savez, cette histoire de privatisation, ça a commencé, je crois, en Afrique avec les Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, qui ont commencé par faire cette proposition. Les Idem Kojo, lorsqu'il était Premier ministre, qui ont commencé par faire cette proposition. Mais c'était dans l'optique de rendre nos sociétés étatiques plus compétitives. Vous voyez. Mais
Avec ce qu'ils ont oublié, c'est qu'avec la dictature, cela a été impossible. Parce que dans la dictature, il n'y a pas la bonne gouvernance. Et pour parler, hein, ou bien pour rendre les sociétés compétitives, étatiques compétitives, il faut quand même imposer une certaine norme ou imposer la bonne gouvernance, ce qui n'est pas le cas. Donc, dans une pareille situation, les sociétés là feront toujours faillite. Voyez, regardez, hein, euh, 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 au temps du père, vous prenez une société comme Togocel ou le port autonome de Lomé, mais il suffisait que euh, le chef de l'État clique du doigt en disant je veux telle somme d'argent et rapidement les directeurs ils accourent avec des sacs remplis d'argent qu'ils remettaient au chef de l'État et il y avait aucun suivi qui se faisait et quand ce directeur-là prend pour aller donner au chef de l'État, aller voir combien lui-même il se met dans la poche. Donc, c'était des pratiques hein, qui ont coulé nos sociétés. Et maintenant, on a continué toujours ces pratiques-là, même avec des sociétés privées. Hein. Il y a certaines sociétés privées de la place qui étaient venues au Togo pour relever certaines sociétés étatiques hein, qui ont été privatisées, mais qui ont dû mettre la clé sous la porte et partir. Parce que tout simplement, quand on veut fêter 13 janvier, quand on veut faire ceci, on leur demandait de contribuer hein, à la fête. Et ceux qui étaient à la tête de ces sociétés hein, privatisées ne voulaient pas se laisser faire. Et donc, ils étaient obligés de fermer et de partir. Donc, voilà à peu près la situation que nous vivons dans notre pays. Et moi, je dis, hein, peut-être que j'exagère, je ne sais pas, mais la solution, c'est que tant que la solution, c'est que ce régime puisse partir. Tant que ce régime ne partira pas, ça continuera. On peut privatiser toutes les sociétés. Hein. On peut même confier la gérance des sociétés au Saint-Esprit. Je vous assure, hein, rien ne changera parce que nous sommes dans une dictature. Et donc, pour moi, il faut que ce régime parte pour pouvoir peut-être expérimenter cette pratique-là qu'est la privatisation et la mieux faire. Merci. Alors, la question numéro 5 dit que de changement à la tête du ministère de l'Éducation nationale, mais l'école du Togo est toujours rythmée par des grèves à répétition ou semble même s'empirer ces jours-ci. Votre analyse de la gestion du secteur de l'éducation par le ministre Kokoroko et quelle est la place qu'occupe l'éducation dans la gouvernance de Fort Gnassingbé. Alors, c'est vrai que quand nous observons aujourd'hui la gestion de l'éducation, du secteur de l'éducation par le ministre Kokoroko, nous comprenons que le professeur Kokoroko est dans la logique d'apporter des réformes, d'accord, dans le secteur de l'éducation. Et quand vous voyez déjà ce qu'il a fait à l'université de Lomé, euh, on se dit hein, que ça n'engage que moi. Hein, on se dit que le monsieur est en train de vouloir apporter des réformes. Et vous savez que là où il y a réforme, il y a toujours grincement de dents. D'accord. Mais je pense que ce qui peut-être manque à cela, c'est peut-être à cette sensibilisation. Parce que nous vivons dans un pays où les cœurs ont été longtemps meurtris. Et pour pouvoir peut-être faire quelque chose de nouveau, il faut quand même sensibiliser, d'accord? Sensibiliser, expliquer à la population ce que nous voulons faire ou bien ce qu'on veut faire avant peut-être de s'y prêter. Je pense par exemple si on veut peut-être le fait de vouloir peut-être interdire les cours de répétition par exemple hein, des enseignants,
Je pense que à la place du professeur Kokoroko, j'aurais dû peut-être, je ne sais pas, je ne donne pas de leçons, hein. Moi je dis à sa place, ce que j'aurais fait, c'est peut-être d'appeler les gens du secteur, de discuter avec eux, hein, et de leur demander, mais ça par exemple, c'est quelque chose qui ne devrait pas être. Donc moi, j'ai bien envie d'arrêter cela. Et donc, les enseignants pourront peut-être exprimer leur inquiétude ou exprimer, hein, le fond de leurs pensées. Et à partir de là, des échanges peuvent se faire pour voir dans quelle mesure faire sortir de pareilles notes, interdire ces cours de répétition pour qu'il n'y ait pas de grincement de dents. Vous comprenez? Mais je crois que le ministre Kokoroko aussi a sa façon, hein, de procéder, hein. Nous sommes différents. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ces réformes auront du mal à passer, tout simplement parce que cela est fait en pleine dictature. Oui, j'insiste. Ça aurait été peut-être sous un autre régime. Je pense que cela serait moins critiqué. Ouais, c'est parce que aujourd'hui, les gens savent que le régime de M. Faure Gnassingbé ne va rien leur apporter. Et donc, on estime, puisque c'est un régime qui a toujours fait dans le dilatoire, et vous voyez, les autres ministres qui sont passés, ils n'ont pas, hein, ils n'étaient pas dans la logique de réforme, mais ils ont opté pour le dilatoire, hein, avec les discussions, hein, avec les enseignants, le corps syndical, etc. Et donc, quand aujourd'hui, la nouvelle gestion est arrivée avec le ministre Kokoroko, peut-être que, bon, ce dernier a voulu être dans la logique de réforme, mais parce que le gouvernement n'a pas été correct, sérieux de par le passé, ce qui fait que les gens se disent ce serait toujours la même chose. Donc je pense que le ministre Kokoroko, en principe, doit communiquer, d'accord, communiquer sur les réformes euh, qu'il souhaiterait faire pour que les gens puissent le comprendre. C'est ce que moi je pense. Maintenant, dire si c'est une bonne gestion ou pas, je dis il vient à peine de commencer. Et c'est peut-être à la fin, d'accord, qu'on appréciera. Parce que quand il avait commencé à l'université de Lomé, bon, les gens se posaient beaucoup de questions, mais à la fin, je crois que tous, bon, on se dit, ah, il a fait quand même de bonnes choses. Et donc, je pense que, bon, laissons-lui le temps de faire ce qu'il a envie, enfin, ce qu'il veut faire, et apprécions peut-être après. Ce qui se passe dans le secteur de la zone franche fait pleurer. Je vous assure que nous avons fait des enquêtes, hein, un peu partout là dans la zone franche. Quand vous y allez, il y a des gens aujourd'hui, il y a des sociétés, hein, qui ne payent même pas le SMIG à des Togolais dans cette histoire de zone franche. Et donc pour moi, je ne dirais même pas que c'est une solution. Pour moi, ce n'est pas une solution. La zone franche n'est pas une solution, et je ne dirais même pas solution de mirage. C'est une politique qui a été mise en place pour faire souffrir les Togolais. Et c'est ce qui se passe. On a peut-être, cela ne se faisait pas voir au temps du père, mais aujourd'hui, tout le monde est conscient de cela. Et donc, moi, je pense qu'il faut arrêter cela. Il faut arrêter cette connerie-là. Pour moi, ce n'est pas une solution pour régler le problème de l'emploi des jeunes dans notre pays. Vous savez, on se fout des Togolais, hein. Pour cette histoire d'emploi de jeunes, on a créé tellement de choses pour faire dormir les Togolais. Hein, Provonade, par ici, quoi, Anadev, je ne sais plus. On a créé tellement de choses pour endormir les Togolais, hein, pour nous dire qu'on veut régler le problème de l'emploi des jeunes dans notre pays, alors que on ne fait que maltraiter les jeunes. On ne fait que maltraiter les jeunes. Et donc, pour moi, je persiste, je signe, je persiste que le problème de la zone franche ou la zone franche n'est pas une solution, d'accord, pour régler le problème de l'emploi des jeunes au Togo. Merci. Alors, merci pour la question numéro 7, problèmes fonciers et conflits territoriaux entre communes.
qui a compétence d'indiquer un déguerpir dans le cas de Acivito dans le Golfe 4. Alors, rapidement, permettez que je puisse vous expliquer ce qui s'est passé à Civito. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que la commune du Golfe 4, la mairie d'Amoutivé, n'a jamais signifié un déguerpir ou jamais demandé à qui que ce soit de déguerpir je ne sais pas, de leur emplacement. D'accord? La mairie n'a jamais demandé ou bien n'a chassé personne de leur place de commerce. Non. Tout ce qui a été raconté, ce n'est que du leurre, ce n'est que du mensonge, ce n'est que du pipeau. Ce qui s'est réellement passé, c'est que il y a un monsieur, me permettez que je puisse taire son nom, qui a acheté un immeuble et qui voulait peut-être, enfin pas peut-être, qui voulait faire un chantier, d'accord, rénover la maison, etc. Et il s'est permis de chasser tous ceux qui étaient autour de la maison et qui étaient des vendeurs de matériaux de construction. D'accord. Et donc, ces vendeurs-là sont allés faire une conférence de presse pour dire que c'est la mairie qui est en train de chasser, le maire Jean-Pierre Fabre qui est en train de chasser, qui est en train de leur demander de partir de là, etc. Donc, il y avait tellement de bruit qui a été fait tout autour. Et quand la mairie s'est saisie du dossier, la mairie a convoqué les deux parties. Les revendeurs ont été écoutés. Le propriétaire, celui qui a acheté la maison, a été écouté. Et entre-temps, je crois que la maison avait été une maison, je crois, litigieuse. Ils étaient en procès et ils étaient juste, je crois, devant la Cour suprême, si j'ai bonne mémoire. Et la Cour suprême a dit le droit et a attribué la maison au propriétaire dont je parle. Et ce dernier, c'est lui qui s'est permis de chasser les gens tout autour. Mais non, quand la mairie s'est saisie du dossier, comme je l'ai dit, la mairie a invité les deux parties, la mairie a écouté les deux parties. Et rapidement, le maire a mis en place un comité pour pouvoir gérer ce problème. Et permettez que je ne puisse quand même pas devancer ce comité-là qui est en train de faire le travail, qui, je crois, si je ne me trompe, a déjà peut-être la solution, d'accord, à ce problème-là. Et je crois dans les jours à venir devrait rencontrer les deux parties pour leur signifier la solution proposée. Et donc, permettez que je ne puisse pas en parler ici parce que je ne suis pas membre de la commission, d'accord, du comité, et je préfère laisser cette commission faire son travail. Mais ce que je peux dire, c'est que quand le problème est survenu, le maire Jean-Pierre Fabre, l'exécutif et le conseil municipal a tout fait pour que pour que les deux parties, personne ne soit lésé dans ses droits. Et vous savez, l'exécutif n'est pas dans la logique de faire mal à qui que ce soit. L'exécutif, avec le maire Jean-Pierre Fabre, est dans la logique de sensibilisation. Devant certaines situations, le maire préconise la sensibilisation et c'est ce qui est toujours fait. Vous comprenez, on discute avec les concernés, on les emmène à la raison, etc. Mais dans le cas d'Acivito, euh, les gens ont été appelés, ils ont été écoutés et le maire a exigé à ce que personne ne soit lésé dans ses droits. Et c'est ce qui d'ailleurs se fera. Et vous savez, ce n'est pas la première fois que la mairie est confrontée à une telle situation. Il y a eu d'autres cas et la mairie a bien géré, la commune Golfe 4 a bien géré, la mairie d'Amoutivé a bien géré ces dossiers-là et les deux parties étaient contents. Et je crois que c'est ce qui sera encore fait dans le cas d'Acivito. Maintenant, pour revenir à votre question, qui a compétence d'indiquer un déguerpir, ça dépend. Ça dépend de ce qui est fait. Alors, à supposer par exemple que quelqu'un occupe
d'accord, illégalement, quelqu'un occupe illégalement la place publique, la voie publique, je crois qu'il revient à la mairie de demander à la personne de plier bagage. Mais à la mairie d'Amoutier V, commune Golfe 4, nous avons opté pour la sensibilisation. Quand il y a des gens dans de pareilles situations, nous les approchons, nous discutons avec eux, nous leur expliquons, d'accord, qu'ils sont en infraction et nous leur appelons à vider les lieux gentiment. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Maintenant, je crois que c'est la mairie, hein, dans cette situation. Dans ce cas-là, c'est la mairie qui peut peut-être indiquer un déguerpir, comme vous le dites. Maintenant, il y a d'autres situations, mais dans le cas d'espèce, c'est-à-dire le cas d'assez vitaux, il ne revient pas à la mairie de chasser les gens. Et ce que nous n'avons pas fait, ce que la mairie n'a pas fait, vous comprenez. C'est le propriétaire qui a demandé à ceux qui étaient à l'alentour de chasser les gens et ce n'était pas de son ressort. Vous comprenez. Si on devait chasser, parce qu'il y avait une partie qui constituait la voie publique, et si on devait chasser des gens, si vraiment de griffe on devait chasser des gens, en réalité c'est à la mairie de le faire. Mais comme on n'est pas dans cette logique, on n'a pas compris, la mairie n'a pas compris pourquoi le propriétaire a chassé les gens. Donc, le propriétaire a été écouté hein, par le comité dont je vous parle, dont je vous ai parlé, et je pense que les deux parties ne seront pas lésées, et pour ne pas dire hein, qu'une solution à la Salomon sera trouvée, et on fera en sorte que les deux parties puissent trouver leur compte. Maintenant, pour peut-être trouver une solution foncier au Togo, problème foncier au Togo, vous savez, le problème foncier au Togo, je dirais que c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Et aujourd'hui, hein, on voit le président de la Cour suprême qui ose hein, remettre de l'ordre dans la maison. Mais nous prions vraiment pour que cela soit réel. Parce que vous savez, ceux qui, aujourd'hui dans notre pays, euh, qui foutent au pied les décisions de justice, c'est ceux qui ont la force. Vous comprenez, ceux qui ont la force. Et dans le secteur judiciaire, c'est vrai hein, qu'il y a des juges qui sont corrompus, etc. Mais moi, je pense que parler de solutions pour le problème foncier, c'est d'abord régler le problème de la justice togolaise. Il faut d'abord régler le problème de la justice togolaise. Et du moment où le problème est réglé au niveau de la justice, je crois que tout se fera normalement. C'est parce que nous avons des juges corrompus que ce problème demeure. Donc, du moment où, ou bien, si l'État faisait, ou bien le gouvernement faisait en sorte que la justice soit une justice digne hein, de ce nom, je ne pense pas que le problème va demeurer. Donc, vivement que les réformes souhaitées par le président de la Cour suprême puissent aboutir pour que le problème du foncier soit réglé. En ce qui concerne le problème de Golfe 5 et de Golfe 7, non, je crois que ça c'est le problème s'est posé tout récemment lorsque le maire de Golfe 5, je crois, est allé casser hein, sur le territoire de Golfe 7. Mais c'est un problème qui existe un peu partout. Mais au niveau de Golfe 4, nous essayons de gérer cela. Et à un moment donné, Golfe 4 a haussé le ton pour que cette histoire-là s'arrête à son niveau. Et ça s'est arrêté d'ailleurs. Et moi, je pense que le problème vient du découpage territorial. Vous savez, le territoire de Golfe a été morcelé de façon sauvage. Excusez-moi le terme. Rien n'a été respecté. Rien n'a été respecté. Pourquoi cela est fait? Moi, je pense que c'est politique. C'est une décision politique. Et vivement que les autorités compétentes puissent revoir cela pour que les petites querelles là s'arrêtent. Merci.
Alors, c'est pour moi, hein, encore une fois, un honneur d'avoir été votre invité ce soir et je voudrais vous remercier. Et avant peut-être de placer mon mot de fin, je voudrais, en tout cas, en toute humilité, demander pardon à tous ceux que j'aurais peut-être par mes propos blessés et leur dire en tout cas que ce n'était pas fait sciemment et donc veuillez m'en excuser. Alors maintenant, pour le mot de fin, je voudrais sincèrement appeler au sein de la classe politique togolaise ceux qui ont érigé aujourd'hui le dénigrement, le mensonge euh, en en mode politique. Je voudrais les exhorter à arrêter cela et à avoir pitié des Togolais, d'accord? Ceux qui se prennent pour, je ne sais pas, ceux qui sont ceux-là qui sont les plus clean, qui font la lutte, et alors que nous savons tous ce qui y sont, nous voudrions leur demander d'arrêter cela, de ne pas faire le jeu du pouvoir, hein, en voulant tirer sur ceux qui sont au front depuis, et qu'on veut aujourd'hui faire passer pour des traîtres, qu'on veut aujourd'hui faire passer pour des vendus, etc. Il faut qu'on arrête cela et je voudrais dire aux Togolais de ne pas baisser les bras, de ne pas désespérer. Moi, je suis convaincu que nous allons y arriver. Nous allons mettre pied sur la terre promise, Cana, qui est notre alternance. Et j'invite vraiment les uns et les autres à faire la part des choses, à s'armer de courage et à, à, à croire que c'est encore possible. Il faut croire que c'est encore possible, parce que moi, j'y crois fermement que c'est encore possible. Et donc, courage aux Togolais, arrêtons les dénigrements, concentrons-nous sur la lutte, concentrons-nous sur l'adversaire, et l'adversaire, c'est le RPT Unir. Et donc, concentrons-nous sur lui, et que nos coups soient concentrés sur le RPT Unir, et non sur ceux qui sont en train de faire honnêtement cette lutte-là. Merci beaucoup.